Bonjour et bienvenue à Cloud Sud. Je me présente Yannick Dran. On va vous parler avec Martin et Marissa de notre expérience et de nos retours d'expérience concernant les différentes missions et interventions qu'on a pu faire sur la partie Edge Computing et IA à Octo Technologies. Juste pour une question, n'hésitez pas à poser des questions tout au long. On prendra du temps à la fin de cette présentation pour pouvoir y répondre. Donc, je me présente, moi c'est Yannick Dranche, je travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle et puis plus précisément en fait, je fais de l'industrialisation de data science depuis à peu près 15 ans, depuis ma sortie d'école. J'ai rejoint Octo Technologies il y a 4 ans et je m'intéresse depuis ces 3-4 dernières années en fait principalement à ce que l'intelligence artificielle peut amener dans le domaine de l'industrie. Je vais passer la main à Martin. Merci Yannick, bonjour à tous. Donc Martin Gravellini, je suis manager en data et data science. C'est une discipline que je pratique depuis plus de 8 ans. Et je travaille actuellement donc au Octo Technologies également, mais dans les bureaux de Toulouse. Donc je suis le local de l'équipe. Et dans les bureaux de Toulouse, du coup, on a des expertises autour de la data, du développement du craftsmanship et aussi de l'Ops et du DevOps. Et on développe des solutions, y compris dans des environnements cloud, pour des clients, principalement du monde aérospatial, aéronautique et industrie, et pour lesquels on est amené à adresser le genre de problématiques qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et je laisse la main à Marissa pour cette présentation. Merci Martin. Bonjour à tous. Je suis senior data scientist à Octo depuis 2019. J'ai un background scientifique dans la science physique. J'appartiens à la tribu Augmented Industry et ma mission comme data scientist est de créer un algorithme performant et surtout de mettre en valeur la donnée. Donc on peut démarrer si vous voulez. Voilà, donc en fait, vous l'avez compris, on est plutôt des développeurs et on va descendre en fait dans le monde de l'industrie et plus particulièrement dans les usines. Donc voilà, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est notre expérience et nos enseignements, ce qu'on a appris en mettant en place des solutions d'inspection visuelle. Donc en fait, l'idée, c'est de réduire les coûts liés à la non-qualité, automatiser en se basant sur les dernières technologies et toutes les avancées du monde de l'intelligence artificielle. Et plus particulièrement, en fait, mettre du deep learning au plus proche des unités de production. En fait, l'objectif de nos différentes missions, ça va être d'automatiser les contrôles de qualité sur la chaîne de production. Maintenant, Martin va vous parler des avantages à déployer ce type de solution. Oui, alors du coup, effectivement, nous on est convaincus que automatiser le contrôle qualité, c'est une bonne idée, parce que c'est un différenciant fort dans le monde industriel, notamment parce que la qualité est directement un critère de choix pour le consommateur ou pour l'acheteur. Ça, c'est une conséquence assez directe. Mais aussi parce que traditionnellement, le métier du contrôle qualité, donc du qualiticien, est pas un métier forcément, c'est un métier qui se base sur l'expérience beaucoup, pas forcément sur des formations ou des techniques arrêtées. Et c'est un métier dans lequel a très forte valeur ajoutée quand on détecte un défaut, mais dont la plupart du temps, ce qui consiste à laisser passer des qualités. Donc c'est un métier qui peut être chronophage et qui est très manuel. Et l'outiller avec des solutions automatisées, basées sur l'intelligence artificielle, c'est un petit peu objectiver ce travail-là, et c'est effectivement dégager de la valeur pour pouvoir se concentrer sur les vrais défauts et les défauts les plus importants. Et le dernier point pour lequel c'est une bonne idée, c'est effectivement parce que le rappel des produits engendre des coûts directs, des coûts d'indemnité, des coûts logistiques, des coûts organisationnels et réputationnels, dans un contexte où la législation se renforce sur les sujets, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et avec des indemnités, des coûts d'indemnité de plus en plus importants. À titre d'exemple, il y a une étude de Allianz en 2017 qui estimait le coût moyen
en cas de rappel autour de 1 million d'euros. Ça peut monter au-dessus de 2 millions d'euros quand on regarde certaines industries comme c'est l'automobile. Et pour les cas les plus emblématiques, on se rappelle de téléphones portables qui prenaient feu, ça se chiffre plutôt en milliards. Donc voilà, c'est cette partie. Les enjeux sont forts autour de ce sujet et de son automatisation. Si tu passes à la slide suivante, Yannick. Alors du coup, aujourd'hui, donc Yannick vous a présenté un petit peu le contexte, la demande. On nous demande de mettre en place une solution au niveau de la chaîne de production pour identifier les défauts sur les pièces manufacturées. Et donc pour ça, on a besoin de mettre en place une architecture edge computing. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc on a écrit notre définition de ce que c'était pour nous le edge computing et on l'a comparé à celle de Gartner. Il s'avère que les deux sont assez proches. Il y a 3 dimensions sur lesquelles nous on souhaite insister dans ce qu'on appelle le edge computing. La première, c'est que on va mettre en place des solutions qui impliquent du logiciel, qui est un peu notre cœur de métier, mais qui implique aussi du matériel, de l'hardware. Et donc c'est des 2 dimensions qu'on va traiter, les 2 matières qu'on va traiter. On est très aligné avec Gartner sur le fait que le edge computing, ça consiste à rapprocher la collecte et le traitement des données de la source et de l'utilisateur final, donc d'avoir une boucle très courte là-dessus, et en insistant de cette 3e dimension sur le fait que c'est une réponse en fait aux contraintes qui vont être imposées par l'environnement de mise en production. Et en l'occurrence, une chaîne de production, un shop floor, c'est un environnement très contraint, et c'est un petit peu l'histoire de ces contraintes qu'on souhaite vous raconter aujourd'hui. Donc, on va parler un peu des contraintes qu'on a rencontrées. On va parler des solutions qu'on a mis en place. On a parlé des solutions qu'on teste par ailleurs, notamment en termes de services managés chez les principaux cloud providers. Et donc, si tu passes à la slide suivante, on va vous expliquer un petit peu comment on adresse ce type de problématique. Alors, la problématique en soi, donc faire d'automatisation du contrôle qualité, c'est d'un point de vue data science, c'est une problématique de computer vision. Donc c'est des modèles qu'il faut entraîner pour qu'ils puissent détecter automatiquement un défaut sur des pièces. Et donc du coup c'est un cycle en termes de data science qui est assez classique, qui passe par de l'acquisition de données, par de la modélisation IA, par du déploiement en production et par à la fin une consommation par l'utilisateur final. C'est une représentation simplifiée, mais qui est plutôt valable et qui est cyclique. La contrainte ici, c'est qu'on est dans un contexte très contraint, celui de la chaîne de production, et que donc du coup toutes ces étapes rencontrent des problématiques qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer quand on travaille plus en laboratoire, disons. Typiquement sur l'acquisition des données, il faut avoir accès. Il n'y a pas de base de données qui préexiste. Il faut avoir accès à la chaîne de production qui tourne en continu et qui n'est pas toujours accessible. Pour la modélisation, de la même manière, il y a des contraintes fortes en termes de performance, mais aussi en termes de latence. Il faut des modèles qui puissent répondre à la cadence de la chaîne de production. Sur la partie déploiement, c'est là qu'on va retrouver toutes nos réflexions autour de l'architecture, Edge, la combinaison avec le cloud, ce qu'on veut mettre en place pour pouvoir apporter la solution dans l'usine, la déployer dans l'usine. Et sur la partie interface utilisateur, là aussi, c'est tout l'enjeu est d'être capable d'apporter une solution qui soit utilisée et utilisable pour l'utilisateur, sachant qu'on n'a pas forcément accès à l'utilisateur facilement directement et qu'en plus on n'a pas forcément facilement accès à son environnement. Donc l'un des messages forts là qu'on va vous faire passer pendant cette conférence, c'est que on peut pas adresser toutes ces problématiques upfront d'un seul coup. On va les adresser de manière itérative. On va commencer avec des tests et des petites victoires et on va itérer de cycle en cycle pour pouvoir améliorer chacune des boîtes. Donc du coup, je vais laisser la main à Marissa pour qu'elle nous parle de l'acquisition des données. Merci Martin. Oui, dans cette partie, dans cette section, on va commencer avec les premières briques. On va parler de l'acquisition des données. On va essayer de répondre à la question comment créer la base d'apprentissage depuis la ligne même de production. Donc pour ça, comme on montre dans cette slide, il est nécessaire de se rendre sur le site et d'inspecter les possibilités d'installation de une ou plusieurs caméras. Dans l'image, justement, ça correspond à un de notre use case dans un client. Et c'est là où on peut voir qu'il y a besoin de positionner les caméras et aussi la PC et aussi les écrans pour afficher les résultats aux utilisateurs. Donc, c'est très important d'aller sur site, évaluer les possibilités pour faire l'installation de toute cette
produit. Et surtout, c'est très probable qu'on doit aussi faire une installation, une structure pour mettre les caméras, les PC, tout ça. En plus, on doit prévoir les arrivées d'électricité. Il est nécessaire aussi, des fois, prévoir des caméras, des boîtes en plastique pour protéger les caméras dans les environnements où on sait qu'il y a beaucoup de poussière, par exemple. Tout ce qu'on veut, c'est créer les conditions, les meilleures conditions pour avoir les meilleures photos, ça veut dire la meilleure qualité de données. Pour faire ça, ensuite, ce qu'on va voir, c'est justement les différentes possibilités des caméras qu'il y en a, qui sont adaptées à l'environnement. On sait qu'on peut travailler avec des caméras matricielles, linéaires, il y a des infrarouges, il y a des 3D. Des fois, on utilise des simples caméras, mais plusieurs caméras et on doit tous les connecter. Donc, arriver sur site et évaluer les possibilités et la façon d'obtenir la meilleure photo, c'est très important. C'est les débuts de notre produit, donc c'est quelque chose qu'on doit faire beaucoup attention. Surtout, on doit tenir en compte, comme disait Martin, l'environnement, c'est pas les plus... ça veut dire c'est pas, il y a beaucoup de contraintes dans une usine, donc c'est très important de prendre très en avance ces points. Par exemple, je vais vous donner un exemple de qu'est-ce qui s'est pu arriver. C'est un exemple réel qui nous a passé. On a les 3 photos de Playmobil en bas et dans notre cas, il y avait une partie de toit qui était d'un matériau plastique transparent. Donc, ça faisait que la photo qu'on prenait de la pièce, c'était différent. Il y avait une photo différente pendant la journée. Ça génère beaucoup de problèmes alors de faire entraîner un modèle ou d'appliquer un modèle qui va tenir en compte la luminosité, la couleur. Donc, il faut prévoir toutes ces contraintes qui deviennent très importantes alors de faire entraîner un modèle de machine learning. Donc, ensuite, on va parler de la capture des images et de tous les process qui correspondent à l'annotation. Pour faire ça, on va commencer à collecter les images le plus tôt possible. On va essayer d'être en contact avec les qualiticiens aussi, le plus tôt possible, et surtout avec les experts, parce que, comme on disait, on démarre de zéro, on doit collecter la donnée de zéro, et pour nous, c'est très important d'avoir un contact avec les qualiticiens qui va nous permettre d'avoir la meilleure vision de produit. C'est pour ça que ce qu'on recommande, c'est commencer à capturer quelques photos petit à petit, faire des tests, commencer à labelliser. Puis après, cet processus de labellisation, c'est quelque chose en continu. Comme on démarre dans un petit volume, on commence à incrémenter. On revient au concept de cycle que parlait Martin tout à l'heure. C'était, on démarre avec un petit dataset, on valide, on commence à augmenter et on valide. On valide, ça veut dire on a la validation côté expert, ça veut dire on a réussi à avoir la meilleure photo où on peut se concentrer sur les défauts. Donc, et pour faire ça, ce qui sera les meilleures choses à faire, c'est de mettre en place un pipeline de capture des données et suivre une méthodologie pour faire les annotations scalables quand on va passer à des autres usines, par exemple. Donc, pour conclure cette section et pour vous donner le takeaway, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on doit démarrer le processus d'étiquetage le plus rapidement possible. Ça implique aussi avoir la meilleure qualité des photos, donc c'est tout est lié. Ensuite, mettre en œuvre les pipelines pour les processus d'étiquetage et s'assurer que ces données qu'on a collectées sont de bonne qualité et qu'on va pouvoir entraîner des modèles, soit les cas de modèles deep learning ou soit autre type de modèles
Donc, c'est très important la qualité de la photo. Et surtout, si on a des soucis parce que l'environnement a beaucoup de contraintes, n'hésitez pas à se faire accompagner par des experts pour avoir la recommandation de positionner les caméras et d'avoir la meilleure prise de vue pour avoir la meilleure image. Parce qu'à la fin, ce qu'on doit savoir, c'est que notre intention, c'est simplifier la vie de l'algo. Ça veut dire qu'on doit lui fournir les meilleures images possibles parce qu'à la fin, c'est qu'on veut se concentrer sur les défauts, faire la détection de ces défauts. Donc, avec ça, on va finir la section d'acquisition des données et on va passer à la suivante section, au suivant brique avec Martin. Merci Marissa. Donc effectivement, on suit là les 4 points que vous nous avez présentés au début. Donc une fois qu'on a acquis nos données, il faut effectivement pouvoir entraîner notre modèle d'intelligence artificielle pour répondre aux besoins du client. Donc la modélisation en intelligence artificielle, c'est souvent un arbitrage entre plusieurs contraintes, entre plusieurs axes qui là prennent une dimension particulière dans le cadre d'un système IA déployé en usine. Le premier axe, c'est le besoin fonctionnel, capable de répondre à ce besoin fonctionnel. Et donc, en l'occurrence, ici, il s'agit de détecter des défauts sur des pièces manufacturées. Donc, ça peut être soit de la classification, est-ce que oui ou non il y a un défaut. Ça peut être aussi ce qu'on appelle de l'object detection, où est localisé le défaut sur l'image, est-ce qu'il existe et où est-ce qu'il est localisé. Et pour ça, on va devoir faire un choix de modèles, forcément de combinaisons de modèles pour répondre à ce besoin. Ces modèles, ils vont pas être performants du premier coup, notamment du fait du nombre d'images dont on disposera au début. Donc, il y aura un travail effectivement de développement des modèles, de fine-tuning, pour pouvoir avoir à la fin une solution qui soit performante, donc qui soit capable de détecter, en termes d'accuracy, de détecter les défauts correctement. Mais en même temps, autre contrainte, comme on est dans un environnement d'usine avec des cadences fortes, avec des pièces qui parfois nécessitent un temps de réponse sous les 5 secondes ou même sous la seconde selon les cas d'usage, on va aussi devoir combiner cette forte performance avec un modèle qui réponde à une faible latence. Donc là aussi, dans le choix du modèle, on va s'orienter vers des modèles qui, en termes de temps d'inférence, sont plus légers. Par exemple, en termes d'object detection, on va s'orienter par exemple dans des modèles type YOLO qui permettent de répondre à cette problématique-là. Les contraintes de l'environnement et le fait qu'on veuille déployer notre solution Edge Computing va aussi avoir un impact sur le choix de l'hardware, quelle configuration hardware on va utiliser, en termes de GPU, etc., qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et ça, du coup, impacte également à la fois l'aspect performance et l'aspect développement des modèles qu'on doit adapter au matériel qu'on aura déployé en usine. Donc, finalement, on comprend bien qu'il y a un arbitrage à faire et qu'on va difficilement adresser toutes ces contraintes du premier coup. Et ce qu'on recommande de faire, nous, c'est de fixer une contrainte, la plus forte, et en l'occurrence, dans ce qu'on recommande, c'est plutôt l'aspect latence, puisque si le modèle n'est pas capable de répondre dans les temps, il est inopérant, et d'accepter du coup dans un premier temps des performances qui sont imparfaites et de prendre le temps de les développer, de les fine-tuner. Et pour ça, du coup, on a besoin, donc, si tu passes à la session Yannick, on a besoin effectivement de plus en plus de données. C'est ce qu'expliquait Marissa. De manière générale, ce qu'on voit dans les sujets type data science, intelligence artificielle, c'est que la performance est effectivement corrélée à la quantité de données. Plus j'ai de données, plus j'ai des performances importantes, parce que plus j'ai de données, plus je suis capable d'avoir les cas rares, les défauts rares, sur lesquels je vais pouvoir entraîner mon modèle. Plus je vais avoir les différentes combinaisons qu'évoquait Marissa de lumière, de conditions de prise de vue. Et donc, plus je vais couvrir de cas et plus mon modèle sera capable de traiter correctement les cas qu'il rencontre. La problématique, c'est que c'est coûteux parce que le traitement de la donnée, sa capture, son traitement, c'est la labellisation. Pour entraîner le modèle, il faut qu'il y ait une labellisation, c'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un explique si sur la pièce ou pas il y a un défaut et où est-ce que ce défaut est situé sur la photo. Tout ça, c'est des coûts humains et c'est pas forcément scalable. Et donc, pour aller chercher cette performance qui est relative à la quantité de données et pour traiter cette quantité de données, on va mettre en place différentes stratégies pour pouvoir rendre cette activité un peu plus scalable et un peu moins coûteuse. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, effectivement, collecter un premier ensemble de données qui va nous permettre de vérifier s'il y a du signal ou pas.
et de s'assurer qu'on a un niveau de base de performance correct. Ensuite, on va toujours avec un même premier set de données. Il y a des méthodologies type data augmentation qui permettent d'augmenter le signal, de l'amplifier. On va par exemple prendre les photos, on va les faire pivoter, on va faire évoluer la luminosité de manière artificielle, on va changer la couleur, etc. Ce qui permet d'augmenter artificiellement la base de connaissances. Progressivement, en fait, il est important de mettre en place des boucles de feedback pour se concentrer, c'est ce qu'on recommande, uniquement sur les défauts, et pas forcément à noter tout, mais être capable de détecter, que ce soit par les contrôles humains par la suite, que ce soit même au niveau de l'acheteur final qui a lui aussi son contrôle qualité, être capable de faire remonter l'information si jamais il y a un défaut, pour pouvoir à ce moment-là annoter les photos, les faire rentrer dans notre base de connaissances et permettre de passer un nouveau palier en termes de performance. Et puis en termes là aussi de méthodologie d'intelligence artificielle, il y a des solutions, des nouveaux algorithmes qui se développent autour du transfer learning qui permet de partir d'une base pré-entraînée et de pas forcément réinventer la roue. Et typiquement, si on doit si une solution existante, on doit la déployer sur un nouveau use case, sur un nouveau type de pièce avec des défauts autres, on peut réutiliser le modèle déjà entraîné sur le use case précédent pour accélérer l'entraînement des modèles. Donc, si tu passes à la slide suivante, Yannick. Donc on comprend bien qu'il y a un enjeu, et c'est un peu une spécificité quand on parle de edge computing et d'intelligence artificielle, c'est qu'on a un enjeu de réentraînement. On va pas juste déployer une solution en edge et faire en sorte qu'elle serve au plus près de l'utilisateur final, mais on a un enjeu fort de réentraînement de ces modèles, d'entraînement pour adresser des drifts, pour adresser des nouveaux cas d'usage. Et donc, c'est ce qu'on essaie de représenter ici. Ça va nécessiter en fait une architecture un peu différente selon qu'on soit dans le cas de l'inférence, c'est-à-dire dans le cas où mon modèle doit répondre le plus vite possible en voyant une pièce si jamais il y a un défaut ou pas. Et dans ce cas-là, on est vraiment dans une problématique edge computing dans lequel on essaie de mettre le compute le plus proche possible du worker. Donc, c'est ce que vous voyez en bas de l'écran. On a le worker, le device, le edge server, un edge central, et puis la partie Martin, On t'entend pas, Martin. Bon. Martin. Bon. Donc en fait, il faut surtout se retenir de... Allô? Martin? Allô? Ouais. On t'a perdu là sur la dernière minute. On l'a perdu. Bon, ce sont les aléas du direct. Ouais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, on va utiliser vraiment la puissance du cloud pour faire la partie entraînement, réentraînement, gérer aussi la volumétrie de données. Et puis après, on va reconstruire les artefacts pour les redescendre tout doucement vers la partie décisionnelle qui sera là vraiment au niveau du edge server. D'accord? Donc, au plus proche de l'usine, vraiment à côté des unités de production. On t'a retrouvé, Martin. Ouais, vraiment désolé. Ouais, merci d'avoir pris le relais, Yannick. Ouais. Du coup, alors quelques takeaways sur cette partie modélisation. Donc, vous avez compris, hein, c'est important de fixer ses priorités et on ne pas forcément s'attendre à ce que les premiers modèles soient extrêmement performants. En fait, ce qui est important, c'est de savoir à partir de quand on est capable de délivrer de la valeur. Et de la valeur, c'est si on a un niveau de performance qui est équivalent à celui de l'opérateur, à celui d'un humain, on a déjà de la valeur, notamment en termes de scalabilité, de rapidité de réponse et de la possibilité de laisser l'opérateur se concentrer sur d'autres tâches. L'importance aussi, donc c'est ce qu'on expliquait préalablement, mais de mettre en place des boucles de feedback, à la fois pour avoir des KPI sur la
la performance de ce qu'on développe, mais également pour pouvoir augmenter la base de connaissances en se concentrant sur les erreurs importantes, et tout ça pour développer des outils qui vont en fait permettre d'objectiver véritablement le travail du qualiticien. Et puis le dernier point, c'est de ne pas réinventer la roue et notamment utiliser toutes les méthodes de transfer learning qui existent quand vous devez déployer de nouveaux cas d'usage. Donc je vais du coup laisser la main à Yannick sur la suite, sur la partie déploiement. Donc, déployer, c'est aussi mettre en place l'infrastructure. Alors, ça a plusieurs répercussions pour nous. Il faut déjà se déplacer dans les usines. Il faut qu'on voit comment on peut fixer le hardware partout. Mais en tant que la solution, elle va pas vivre à côté de la ligne de production. Elle va être vraiment intégrée au processus et aux automates de fabrication. Donc en fait, quand on va installer tout ça, il va y avoir des signaux électriques qui vont venir parler au hardware qu'on est en train de placer sur la ligne. Et ça, pour nous qui sommes plutôt développeurs, on a toujours un peu cette appréhension. En fait, on est directement en train de déployer quelque chose. Enfin, on est carrément en train de travailler sur la production. Parce que si jamais il y a des soucis, notamment de paramétrage sur l'automate de la chaîne, on bloque toute la chaîne de production. Et une des grosses contraintes qu'on a quand même quand on intervient dans le monde d'usine, c'est qu'en fait, on est en train de mettre quelque chose de critique sur la chaîne de production et ça ne doit pas du tout impacter la chaîne de production. Donc en fait, quand on déploie, les conditions sont assez extrêmes, c'est-à-dire qu'on travaille entre deux aires de production et il faut qu'on intervienne rapidement parce que c'est juste pendant la pause des opérateurs. Voilà, il y a ça. Il y a, on peut pas forcément installer notre matériel pendant que l'opérateur travaille. Et à la fois sur la partie hardware, caméra, acquisition, déployer les écrans. Et en plus de ça, il faut en même temps qu'on mette à jour la partie automate de la chaîne. En fait, on a toute cette problématique-là à prendre en compte. Et ça, c'est le cycle de vie du hardware. Une fois qu'on l'a installé, on est à peu près serein. Même si la solution va évoluer par le temps, on a quand même une première base qui est stable et qui va nous permettre d'automatiser la suite. Sur la partie déploiement et cycle de vie de notre solution, voici juste un tout petit bout d'architecture. En fait, ce qu'on essaye de faire pour respecter les standards, on ne va pas pouvoir avoir accès directement à chacune des stations qui sont déployées dans l'usine. Donc, en fait, on a souvent un PC central, une sorte de bastion qui va nous permettre de faire un rebond et d'arriver. Donc, lui, il est sécurisé et qui va nous faire un rebond vers les stations. Les stations, elles n'ont pas du tout accès à Internet. Donc, dès qu'on doit développer, on doit amener tout d'un coup. Donc la première phase, c'est assez simple, puisqu'on arrive, je pense que nos premiers déploiements dans différentes usines, on est arrivé avec nos PC, on les a installés sur la ligne, et puis ils étaient déjà entièrement configurés, on avait validé pas mal de choses de notre côté avant cette première étape. Par contre, sur la suite, le déplacement suivant, faire une mise à jour de la solution, on était parti, l'usine n'avait pas forcément, les usines n'ont pas forcément le temps de monter toute l'infrastructure, et du coup, on est complètement obligé de déployer à partir d'une clé USB. Donc, ça rajoute beaucoup de contraintes. Rapidement, pour vous expliquer ce qu'on fait, quand on livre un PC, au début, on livrait ça, le PC complètement installé. Par la suite, on déployait juste un petit peu de hardware avec l'OS dessus et on se basait sur Ansible pour mettre à jour à la fois le software et les services qui devaient tourner sur la station. Donc, les grandes étapes qu'on avait dans notre playbook session, c'était l'initiation du software, du système avec les folders, les utilisateurs, etc. Après, on faisait la configuration et l'installation des services nécessaires. Donc, donc c'était toute la partie avoir les serveurs, les services, avoir le NFS qui tourne, ce genre de choses. Puis après, on va dans les étapes suivantes, on va configurer le hardware. Donc, quand je parle de hardware, ça va être les caméras, les écrans et la configuration de l'interface. Et puis à la fin, on déploie notre service et on le lance. Donc cette petite partie-là, c'est beaucoup de travail manuel au début. Puis au fur et à mesure qu'on avance et qu'on a de plus en plus confiance, on va l'intégrer à notre grande chaîne de production, de déploiement. Donc en fait, comme on vous l'a présenté, on va tirer parti des technologies cloud, que ce soit Amazon, Azure ou GCP, pour pouvoir faire l'entraînement, le stockage des données, la notation. Donc en fait, tout ça, c'est disponible
facilement. Et après, on va faire le lien on va construire nos artefacts. On va utiliser une système de continuous integration pour construire, valider que le code qu'on fournit, il est utilisable et validé. Après, nos artefacts vont passer au travers de la sécurité, souvent via un private link, pour aller se déployer directement dans l'usine. Cette partie-là, elle est en grande partie automatisée, mais comme on vous l'a présenté, en fait, on a quand même la contrainte forte de ne pas impacter la production. C'est-à-dire que pour pouvoir déployer dans l'usine, il faut qu'on s'assure qu'il n'y aura pas d'impact sur la chaîne de production. Donc, en fait, on est obligé de se synchroniser avec les différentes usines. Les équipes locales vont avoir le dernier mot pour nous donner vraiment le créneau sur lequel on peut déployer. Donc, aujourd'hui, avec ce type d'architecture de déploiement, on a réussi, pour vous donner une ordre d'idée, on a fait à peu près une dizaine d'usines avec une vingtaine de chaînes de lignes de production. On a réussi à faire une partie de réentraînement et de déploiement dans les usines en moins d'une semaine. Autre petit message que j'aimerais vous faire passer, c'est qu'aujourd'hui, les grands acteurs du cloud en fait, vont proposer des solutions qui vont venir nous faciliter la partie déploiement. D'accord? Donc, il y a IoT Edge, par exemple, dans le monde Azure, qui permet de faciliter, d'envoyer du software directement sur des Edge Stations. On peut noter quand même que aujourd'hui, Google propose une solution hardware aussi qui est très simple, des TPU. Donc, ça va avec leur framework de TensorFlow qui permet en fait de facilement avoir de la puissance de calcul côté Edge. D'accord, c'est une petite clé USB qu'on rajoute sur notre Edge et qui permet d'avoir une puissance de calcul assez conséquente. Voilà. Du coup, peut-être quelques convictions sur le déploiement. En fait, ce qu'on a surtout, on s'est surtout intéressé à construire un labo, à essayer de répéter et de reproduire notre solution, nos solutions qu'on a envie de déployer dans un labo où on peut facilement intervenir. Même si celui-ci n'est pas parfait, en fait, il me permet de voir quand même énormément de choses. Donc déjà, les premières, c'est que souvent, quand on parle de Edge Station et qu'on veut déployer du hardware, en fait, il y a quand même une histoire de coût derrière. Et souvent, les petits PC, ce qu'on voit les Raspberry, c'est des architectures type ARM et la plupart des softwares que nous, on utilise, ils sont taillés pour faire du x86 comme nos portables. Et du coup, ça peut tester tout ça en environnement de dev, ça évite, ça lève tout de suite les problèmes d'incompatibilité et ça offre aussi une validation de la solution et du software et des technologies envisagées. Voilà, ça nous permet aussi de valider les performances, parce que comme ça, on n'est pas obligé toujours d'aller en usine pour voir comment ça tourne. Et ça nous permet aussi de nous s'assurer de toute l'interopérabilité et du coup s'assurer que l'intégration avec tous les composants de l'usine fonctionne. Alors, du coup, on a quand même encore besoin de simuler certaines choses, mais dans l'ensemble, on y arrive quand même assez facilement. La partie difficile sur l'environnement de dev et de test, de qualification qu'on a dans notre labo, ça reste quand même que on va avoir un seul environnement et toutes les usines sont vraiment différentes. Quand je vous parle, quand on déploie dans 10 usines, c'est 10 usines complètement hétérogènes avec des manières de produire qui peuvent être largement différentes les unes des autres et trouvant à chaque fois des adaptations pour rentrer sur la ligne vraiment très, très créatives et très différentes les unes des autres. Donc, quelques takeaways sur la partie des déploiements. Le premier, c'est que faites attention, quand on rentre de la nouvelle technologie, il faut former les IT locaux parce que c'est quand même eux qui vont intervenir et maintenir la solution. Même si on est là pour assurer un level 3, il faut quand même penser que c'est pas nous qui allons maintenir la solution au jour le jour. Le deuxième point, c'est que sur le déploiement, on a envie d'automatiser au maximum dès le début, mais il faut quand même faire à la main pour pouvoir prendre de la hauteur
et avancer. Le dernier point, c'est peut-être un point qui est un peu contre-productif, ou contre-intuitif, c'est-à-dire on va essayer de commencer par les usines qui ont de la disponibilité. Parce qu'il y a quand même un travail quand on intervient sur site, c'est l'usine et les personnes doivent être disponibles pour pouvoir installer la solution, maintenir la solution et nous aider à installer. Et cette partie-là, en fait, les usines qui sont sous pression et qui ont des problèmes de qualité, celles qui semblent pouvoir dégager le ROI le plus fort, en fait, elles ne sont pas forcément disponibles. Et ça nous est arrivé de faire des déplacements qui n'ont pas été très très productifs parce que on devait produire et les chaînes, on n'a jamais été capable de les arrêter pour pouvoir intervenir. Maintenant, je vais passer la main à Marissa qui va vous parler de l'expérience utilisateur avec ce type de projet. Ok, merci Yannick. Oui, en effet, on arrive au dernier bloc de notre cycle. C'est l'expérience utilisateur, l'utilisateur final. Et dans cette section, on va essayer de répondre à la question comment s'assurer de la bonne utilisation de notre produit et surtout en sachant qu'il y a un accès limité à l'environnement. Donc, c'est le cas des usines. Ici, dans le slide, il y a une image qui est assez parlante. On a des fois des idées qui sont très, très cool, mais par contre, l'utilisateur a déjà des autres idées et il décide de prendre ces idées parce qu'elles sont plus pratiques. Donc, pour illustrer encore un peu mieux ces photos, il y a un cas qui nous est arrivé dans un de nos use cases. La solution finale pour les managers, c'était avoir une tablette tactile. Mais bon, les soucis, c'était que les opérateurs à l'usine, ils portaient des gants. Donc, il a fallu revoir cette solution finale. Donc, comme on disait, il faut être près des utilisateurs finaux dès le début pour arriver à proposer une solution qui finalement soit adoptée pour eux. Et pas seulement par l'utilisateur, sinon aussi il faut tenir en compte l'environnement parce que des fois il n'y a pas les bonnes conditions pour mettre en place, pour utiliser une tablette, ou des fois, il n'y a pas les bonnes conditions pour avoir une souris à côté. Donc, l'environnement fait partie de la solution aussi. Il faut bien les tenir en compte. Pour ça, c'est qu'on propose différents points à tenir en compte. C'est passer d'une culture projet, surtout à une culture de software, aller à l'usine, prendre régulièrement de feedback, ou si ce n'est pas possible, avoir quelqu'un qui peut nous transmettre cette info et être sûr que la solution qu'on propose va être implémentée et acceptée surtout pour les opérateurs et surtout savoir qu'on va faire un produit et que le but final, c'est que les produits soient utilisés finalement pour les opérateurs. Donc, il faut mettre beaucoup attention à tous les besoins que les opérateurs vont avoir et essayer de répondre le mieux possible à ça. Donc, comme je vous avais dit, on avait opté dans un use case pour une tablette. Je vais vous proposer des autres solutions dans la suivante slide. Par exemple, dans la première image, on a notre laboratoire. On a simulé les conditions presque réelles dans le laboratoire pour essayer de répondre le mieux possible aux besoins des opérateurs. Et ça, c'est le premier cas. On a proposé une tablette. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup des autres solutions qu'on peut proposer aussi. Et on peut partir sur l'écran, sur les smartphones, mais aujourd'hui, on a à la main aussi la réalité augmentée, ce qui va nous permettre de, pourquoi pas, faciliter la vie aux opérateurs. On a les lunettes, il y a notamment les lunettes des HoloLens qui vont nous permettre de créer un hologramme. Et dans ce type de cas,
par exemple, proposer des contenus, des instructions pour suivre une procédure dans l'usine ou pour faire un training dans l'usine, par exemple. Et il y en a aussi des autres solutions qui sont aussi des tablettes où il y a des flèches ou des carrés qui vont signaler les pièces qui sont bien positionnées, qui sont correctes, les pièces qui montrent un défait. Donc, ces solutions que je vous propose ici, associées à la réalité augmentée, on est un groupe Octo qui développe ce type des devices. Et bon, je pense que c'est une très bonne solution pour aider les opérateurs à avoir meilleur accès aux produits. Donc, pour finir cette section, la recommandation, c'est visiter les usines le plus tôt possible et établir les dialogues avec les utilisateurs, collecter l'info pour pouvoir les donner à la fin les meilleurs produits. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il faut collecter la donnée, il faut mettre en place toute l'infrastructure, il faut entraîner les modèles, avoir de bonnes performances. Et à la fin, l'utilisateur doit s'approprier de la solution. Sinon, on n'a fait rien. Donc, c'est très important que l'utilisateur adopte la solution proposée. Et pour ça aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'était simuler les conditions de l'usine pour nous rapprocher les plus possible aux conditions réelles et éviter des problèmes ou aller un peu plus en avance pour éviter des problèmes. Donc, avec ça, on va finir la section de l'interface utilisateur et on va passer à une dernière section qui va prendre Yannick. Voilà. Je vais juste vous parler juste un tout petit peu architecture. Donc, en fait, notre solution d'inspection visuelle, ça va tirer des sujets cloud avec une partie edge computing sur laquelle on va redescendre en fait nos modèles. Donc, on va tirer une partie vraiment de la puissance du cloud pour le stockage, pour la partie apprentissage. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un pipeline d'intelligence artificielle qui va partir automatiquement des retours de ce qui se passe dans l'usine. On va être capable de s'améliorer au fur et à mesure du temps. Au milieu, on a une couche un peu plus ops, je dirais. Et cette architecture, en fait, elle va aussi nous permettre de construire, l'instant visuel, de manière générale, ça va aussi tirer et pouvoir amener des nouveaux cas d'usage qu'on va pouvoir construire sur cette solution. C'est vraiment le socle qui va permettre de construire des briques d'un peu plus haut niveau, par exemple faire de la root cause analysis, construire des dashboards, donc avoir une vue de ce qui se passe sur la ligne, de fréquence de défauts, avoir des paretos sur les défauts. Et aussi, le dernier point, c'est aussi dans beaucoup d'usines et dans certains cas, en fait, il n'y a pas du tout de traçabilité. En fait, c'est vraiment un nouveau cas qui va être tiré aussi sur le cloud de se dire à quoi ressemblait mon produit avant que je l'ai envoyé chez mon client. D'accord. Et donc ça, pour réussir à mettre en place tout ça, ça va tirer un peu ce qu'on appelle nous le MLOps, donc la partie opérationnelle du machine learning. Et elle est composée en fait de 4 cases. Le premier, c'est la partie modèle, donc avoir des experts en machine learning et en data science qui vont être capables de nous aider sur les algorithmes et puis faire un tri rapide, choisir les meilleures solutions, faire l'entraînement, tester des nouvelles approches. Il y a la partie dev, donc toujours une composante dev qui est très importante parce que il y a toujours des besoins business. Comment on travaille avec l'opérateur pour répondre à ses besoins, qui va faire de la correction de bugs, améliorer la robustesse de la solution, faire les configurations pour chacune des usines et les petites spécialisations pour les usines. Au milieu de ça, on a la partie Ops. En fait, c'est la brique tout aussi importante que les autres, qui va nous permettre d'automatiser au maximum et de travailler aussi sur les sujets du déploiement et nous offrir aussi des outils de monitoring de la solution et s'assurer qu'elle soit toujours up and running. Parce que, comme on vous l'a dit, ça reste des choses qui arrivent critiques sur la ligne et qui potentiellement peut arrêter
la ligne de production. Et la dernière partie, c'est une expertise data assez forte pour ce qui est pour faire de l'échantillonnage, faire des rapports facilement et rapidement et travailler sur le schéma de données. Et en fait, nous, ce qu'on préconise vraiment pour construire ces solutions d'inspection visuelle, c'est de construire une équipe qui est pluridisciplinaire, hein, qui porte une expertise de haut niveau sur chacun de ces sujets. Et surtout, c'est que tout le monde, tous les intervenants, aussi bien les opérateurs que la partie centrale et sponsor, que tout le monde partage des objectifs communs qui soient alignés sur le bien-être, sur une solution qui soit fonctionnelle et utilisée. Voilà, donc on a ce qu'on voulait rappeler, c'est que l'intelligence artificielle, c'est quand même le haut de l'iceberg et que ça va tirer quand même, comme on l'a vu, énormément de sujets. La collecte de données, il faut qu'il y ait une infrastructure qui soit capable de porter à la fois l'apprentissage et la partie inférence, donc utilisation du modèle, prédiction. On va se baser sur le craftsmanship pour s'assurer d'avoir un niveau de code et une qualité logicielle suffisante. On va faire de la supervision et du monitoring parce on veut savoir si ça fonctionne ou pas et quand ça fonctionne pas, comment réagir. On va intégrer l'utilisateur au niveau de tout ça. On va avoir besoin des outils d'analyse, construire des outils de développement et puis voilà. Donc, et aussi gérer les processus avec les usines. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, pour le mener à bien, ça va tirer tous ces sujets-là. On a l'habitude de dire, nous, que je dirais que les travaux d'intelligence artificielle, c'est à peu près 20% quand même du travail et le reste, c'est quand même 80%. Nous, côté Octo, on commence de tirer de toutes nos différentes expériences, de construire, avoir une première vision avec un petit framework qui nous permet facilement d'orchestrer, que ce soit les signaux en entrée. Donc, quand on parle de signaux d'entrée, c'est soit un bouton sur l'interface ou le bus de message. Avec l'interface, comment on restitue nos informations et comment aussi on les capture. Donc en fait, on va avoir voilà, une petite boîte de dialogue là-dessus. Comment on embarque des modèles. Donc on a déjà quelques modèles aujourd'hui qu'on a testés et validés et qui nous permettent facilement de traiter des cas d'usage. Et puis le dernier bloc qu'on met, c'est la configuration. Et tout ça, en fait, c'est basé sur les principes de clean archi qui nous permettent d'accélérer et de vraiment isoler chacun de ces bouts-là. Et en fait, maintenant, quand on part en mission, on a une petite boîte à outils qui nous permet de pas trop nous concentrer sur comment on va traiter les données, mais de se concentrer vraiment sur les choses qui ont vraiment de la valeur quand on développe des cas, c'est-à-dire l'intégration à l'usine, quels sont les meilleurs modèles, et on a déjà des UI qui sont un peu préconstruites. Juste le mot de la fin, c'est commencer petit pour mieux grandir. Comme vous l'avez vu, il y a énormément de sujets, il y a beaucoup de marches à monter dans beaucoup de directions. Donc en fait, on vous conseille vraiment d'aborder ce sujet avec une solution qui soit pragmatique, qui amène un petit peu de valeur et puis de développer cette valeur et de montrer qu'elle en amène de plus en plus au fur et à mesure du temps. Voilà, donc on voulait aussi remercier tous les participants, tous les Octos qui avec nous sont partis depuis ces dernières années sur ce type de mission et qui nous ont beaucoup aidés. Et je pense que maintenant, merci pour votre écoute et puis on va prendre les questions.